Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, comment faire pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre? Question importante, évidemment. On en parle dans quelques instants avec Quentin Guilhuy. Il est le CEO de Danjaro. On fera le point justement sur cette épineuse question. Smart et Réglo, notre rubrique juridique. Surveillance par l'employeur de la consommation d'alcool. Alors évidemment dans l'entreprise, évidemment, mais en situation de télétravail. Comment faire? On en parlera avec Étienne Pujol, avocat en droit social. Le cercle RH, les métaverses. Vous avez évidemment déjà entendu parler des métaverses. Ces avatars, c'est comme un jeu vidéo. À quoi ça sert exactement? Est-ce que c'est une révolution pour le secteur, notamment de l'événementiel? On en parlera avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les questions pièges et insolites en entretien d'embauche. On fera le point. Alors ce sera un peu une revue de détail avec Marie Hombrook, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, comment faire face à la pénurie de main-d'œuvre? Nous sommes dans le sujet depuis maintenant plusieurs mois. Période Covid, disruption du marché du travail. On en parle avec Quentin Guilhuy. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes le CEO d'Danjaro, une entreprise fondée en 2015, 60 collaborateurs. Un petit peu plus, ouais. Un peu plus maintenant? Ouais. Vous êtes passé à combien? On arrive à 70, ça avance. Donc vous recrutez régulièrement. Entreprise de la tech? Ouais. Vous êtes d'accord? Et votre mission, c'est de répondre comme ça ponctuellement à des besoins des entreprises qui vous disent là j'ai un trou, là ça marche pas. Comment ça vous est venu cette idée d'offrir ce service-là? En fait, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de donner la capacité aux entreprises de très bien gérer ces remplacements de dernière minute. C'est eux qui les gèrent. Avec leurs propres ressources, principalement, évidemment, on est des entreprises de travail temporaire partenaires. Donc en fait, quand on regarde ça à ce niveau-là, nous, le fait qu'on soit une entreprise tech, c'est une très bonne chose. Nous, on est éditeur de logiciels, éditeur de solutions, et on va permettre aux entreprises de créer, de créer leur propre écosystème flexible, quoi, finalement. Donc c'est le RH qui, avec votre solution, votre outil, va pouvoir aller chercher au plus rapidement possible les postes. On va avoir deux utilisateurs principaux. Le RH, lui, il va créer tout son environnement, tout l'écosystème. Est-ce que je veux proposer des heures supplémentaires? Donc nous, on va donner l'application Danjaro aux gens qui veulent faire des heures supplémentaires. Est-ce que j'ai un réseau de vacataires que je vais pouvoir solliciter? Est-ce que j'ai des entreprises de travail temporaire partenaires? Donc ça, le RH, lui, il va créer l'écosystème sur Danjaro. Puis l'utilisateur, ça va être le manager qui, lui, est en recherche de ressources le matin parce qu'il a un pic d'activité. Oui, ça se joue à ce calendrier-là, c'est le matin, quoi. Allez, c'est les dernières 48 heures, quoi. C'est vraiment le remplacement relativement urgent, le vrai remplacement, celui pour lequel vous prenez votre téléphone et vous passez 2 heures à appeler sans Danjaro du monde pour trouver du personnel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers votre outil, vous avez aussi une vue un peu panoramique du marché, alors à travers les secteurs dans lesquels vous intervenez, le retail, la banque, des belles marques d'ailleurs. Qu'est-ce que raconte le marché là, quand on parle de pénurie? Ça dit quoi de ce marché du travail? Alors déjà, il ne faut pas se tromper, la pénurie, ça fait un moment qu'elle existe. Moi, je travaille dans les ressources humaines depuis 2007. Je pense qu'on m'a jamais dit, j'ai jamais un DRH qui m'a dit, moi, je suis pas sur un marché pénurique. Le marché, oui, il est pénurique, il est en tension. En France, il y a des économistes qui vont dire qu'on a une certaine forme de plein emploi à 7%. Donc en fait, c'est une réalité. Et surtout, le marché, il est beaucoup plus rapide qu'avant. Et pour moi, c'est ça qui change. Il y a eu le Covid, mais il y a aussi le fait qu'on recrute beaucoup plus souvent qu'avant. Et en plus de ça, on a une rotation et des absences, il faut gérer de manière beaucoup plus flexible. Et c'est ça qui met en tension nos DRH. Comment vous faites? Parce qu'il y a un vrai enjeu d'aller chercher vos clients. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi la porte d'entrée? Vous leur dites, vous êtes en galère, régulièrement vous avez des trous, allez-y. La porte d'entrée, c'est l'évolution du marché. Ça fait à peu près 20-30 ans que le marché se flexibilise à vitesse grand V. Vous utilisez certainement des outils, des solutions de livraison de restaurants. Ils mettent 30 minutes à vous livrer, c'est révolutionnaire. Amazon vous livre en 24 heures. Vous imaginez, il y a 20 ans, quand vous étiez en province, vous alliez dans la grande ville d'à côté. S'il n'y avait pas l'article, vous reveniez le samedi d'après parce que vous l'aviez commandé, il vous fallait 2 semaines.
maintenant c'est 24 heures. Il y a une tension sur la chaîne logistique, vous imaginez, qui est énorme. Sur les ressources humaines, dans tous les secteurs, évidemment, cette tension, elle a dû adapter les stratégies RH. Et quand on regarde les chiffres, ils sont assez édifiants. En France, pour vous donner une idée, cette flexibilité du marché du travail, elle fait qu'il y a un tiers des temps partiels qui sont des temps partiels subis. Un contrat sur 2 signé en France, pour vous donner vraiment une bonne idée de ce qui se passe sur la flexibilité au travail, c'est un CDD de moins de 2 jours. Donc en fait, pour vous donner une... Donc du contrat très court. Exactement. Donc le besoin sur ce marché, il est absolument gigantesque. Je peux vous donner plein de chiffres. Le marché de l'intérim, on s'imagine qu'il est énorme, il l'est. Il y a 4,3 fois plus de CDD que d'intérimaires en France. Donc en fait, le marché de l'emploi court terme, il est absolument gigantesque et il est en plein boom depuis 30 ans. Mais Quentin, d'une manière assez contradictoire avec les mots prononcés par la ministre du Travail, qui dit qu'il faut lutter contre le contrat court, on va surtaxer le contrat court. Enfin, vous me dites une réalité très différente là. En fait, je pense que les deux réalités ne sont pas forcément en totale opposition. La problématique, c'est une problématique de flexibilité. Donc le besoin de flexibilité des organisations, il existe. Maintenant, la question, c'est comment je le traite. C'est ça. Et en fait, les solutions pour les traiter sont extrêmement différentes. Je vais vous donner un super exemple. On le connaît tous, l'éducation nationale. L'éducation nationale, ils gèrent dans l'élémentaire quasiment tous les remplacements. Ils ont peu d'absence, hein. Ils ont 3,5% d'absentéisme. C'est pas là que ça se situe. Hein. Voilà, exactement. Ils ont 30 000 profs qu'on appelle des brigades, qui sont des profs volants dans l'élémentaire. Et qui se déplacent. Eux, ils arrivent à remplacer comme ça avec des CDI. Donc ces modèles-là sont tout à fait possibles. Et là, je rejoins plutôt le modèle de la ministre du Travail en disant oui, c'est tout à fait possible de limiter l'accès au contrat court systématique et on peut faire une stratégie ressources humaines sur un modèle flexible, vertueux. Attendez, pour que j'essaie de bien comprendre, ceux qui viennent remplacer 2 jours parce que le manager en 48 heures doit trouver la perle rare, lui on lui fait un CDD, on lui fait pas un CDI. Et ben en fait nous la force d'Anjaro en fait c'est que les gens ils vont construire le modèle qu'ils ont décidé. On a une expérimentation sur l'éducation nationale, donc c'est que ces fameux profs brigades. On va Attendez, profs brigades primaire ou collège? Primaire plutôt, maternelle et primaire. D'accord, donc vous gérez ce stock d'instits qui attendent chez eux pour le dire cash et qui attendent d'être appelés. Voilà, ouais, c'est un petit peu différent dans la réalité, mais dans l'ensemble c'est exactement l'esprit. On est sur une quinzaine de départements, c'est une expérimentation, mais on va travailler dans la logistique, on va travailler dans la restauration et en fait chacun va créer son modèle d'emploi flexible, évidemment en essayant de limiter un maximum les contrats qui coûtent de l'argent, parce qu'il faut aussi savoir que non seulement c'est vertueux de prendre des CDI, c'est vertueux d'offrir des heures supplémentaires, mais il y a aussi une chose très simple, c'est que le CDD il coûte 20% plus cher que le CDI pour la même journée. Oui, il faut l'expliquer, ça vous l'expliquez comme celui qui, attention, CDD ça te coûte plus cher. Voilà, après nous finalement on est une technologie, hein, on est une place de marché qu'on vend en SaaS comme on dit dans notre jargon, et ensuite ça va être on va les accompagner, on va les aider, mais ça va être aux DRH et à leurs équipes de créer le modèle qui leur semble le plus vertueux. Vous avez augmenté vos effectifs pour terminer. J'ai vu, en m'intéressant à votre parcours, que votre mère était une aide à domicile et que gamin, finalement, vous l'avez vu jongler avec des contrats et que tout ça pourrait être une forme d'atavisme qui vous aurait donné un peu envie d'aller dans ce domaine en disant « faut que je trouve une solution ». Ouais, moi j'ai un parcours assez étrange au niveau de l'emploi, puisque j'ai un papa qui était chez EDF, donc avec l'emploi à vie, et ma maman qui l'a suivi partout, en effet, en faisant des boulots de service, exactement, et notamment dans la ville de Montereau, pour ceux qui la connaissent, en Seine-et-Marne. Chez Yves Gégaud à l'époque. Exactement, elle est très reconnaissante d'Yves Gégaud qui lui avait donné un CDI après à l'époque, mais au début, ce qu'elle faisait justement, c'était des vacations de remplacement dans les crèches de la ville. Et moi, j'ai l'époque aussi, on était en 98-99 à l'époque, il faut vraiment s'imaginer que le téléphone, à ce moment-là, il sonne à 6h30 du mat, et c'est Christine, voilà, aujourd'hui, est-ce que tu es dispo pour ta crèche? On a totalement oublié ça, maintenant c'est Internet, c'est le réseau. Justement, non, c'est ça qui est dingue, c'est que encore aujourd'hui, les gens, c'est au téléphone, et c'est pour ça qu'existe Anjaro, c'est hallucinant. Vous commandez votre bouffe sur Internet en un clic, mais pour aller bosser, on vous appelle à 6h30 du mat. Et c'est exactement pour ça. Là, on n'est même plus en train de parler d'efficacité opérationnelle, on parle d'expérience collaborateur. Est-ce que finalement, je donne l'accès à mon collaborateur aux vraies technologies qui permettent d'avoir un échange d'informations à l'ère de 2022 ? Juste, Anjaro, ça vient d'où? Parce que c'est un très joli mot, mais alors on pense au Kilimanjaro, mais est-ce que c'est ça? Eh ben bingo, ça vient de là, ça vient de nos valeurs autour de la montagne, on aime beaucoup ça chez Anjaro, et voilà. Donc c'est un clin d'œil à la montagne en utilisant la fin du mot. Exactement.
5000 combien, 5500 mètres le Kilimandjaro? Comme ça, 5003. 5003. Ouais, je rêve de faire le Kilimandjaro. Merci Quentin Guilhuy. J'espère que vous allez escalader un peu plus haut que le Kilimandjaro. Vous allez aller plus loin. 70 collaborateurs, CEO donc d'Andjaro, qui est cet outil, qui est une plateforme qui permet aux entreprises. On les a cités, puis vous avez cité l'Éducation nationale parce que vous êtes en développement expérimental avec une partie de ces profs, vous les appelez brigades. Exactement. Les profs brigades. Merci de nous avoir rendu visite dans la rubrique Bien dans son job. C'est un vrai plaisir. Tout de suite, le droit, rien que le droit, ça intéresse évidemment tous les chefs d'entreprise. C'est Smart et Réglo. Smart et Réglo avec Étienne Pujol, comme chaque semaine ou presque. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Étienne. Vous êtes avocat en droit social, cabinet Berilo. On parle de la surveillance par l'employeur. Alors, on a beaucoup parlé de surveillance à travers certaines chroniques, mais là, c'est la surveillance par l'employeur de la consommation d'alcool. Alors, évidemment, il est garant de sa bonne santé sur le site de travail, mais là, on va s'intéresser au débat du salarié qui est chez lui et qui consomme trop d'alcool. Et peut-être qu'on parlera des drogues, puisque je pense que tout cela est lié. Comment ça se passe? Parce qu'il y a une obligation légale de l'employeur, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est pas parce qu'on est en télétravail que l'employeur n'a plus d'obligation de s'assurer de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. Or, s'assurer de la santé et de la sécurité des collaborateurs quand ils sont sur site et qu'on les a sous la main, c'est assez facile de voir une attitude changer, etc. Mais avec le télétravail total pendant la pandémie, avec la distanciation, etc., c'est plus dur. C'est un peu plus compliqué. Et puis, le Code du travail n'est pas adapté au télétravail. Il y a peut-être un chantier pour le futur gouvernement à ce sujet-là, parce que les règles qui s'appliquent à l'employeur dans le Code du travail, qui a été conçu pour un travail en usine, posté sur site, n'est pas du tout adapté au télétravail. Typiquement, il est interdit d'introduire sur le lieu de travail des boissons alcoolisées. Mais quand on est chez soi, l'employeur ne va pas interdire à son collaborateur d'avoir de l'alcool chez lui. Là, c'est une zone grise. C'est le lieu de travail. Ouais, c'est une zone grise du droit, là. Exactement. Juste quand même d'un mot, parce qu'on va s'intéresser à ce que ça engendre. Mais aujourd'hui, la réalité sur un lieu de travail, le pot du vendredi soir ou le pot d'anniversaire trop arrosé à partir de 18h30 où tout le monde se réunit sur le lieu de travail, on est d'accord, c'est interdit. Alors le pot en lui-même n'est pas interdit, mais l'employeur doit avoir une responsabilité. Déjà, il est interdit d'introduire donc des boissons alcoolisées, hormis le cidre et le champomis. Et le champomis, exactement. Mais voilà, donc il y a cela. Alors effectivement, après, il y a des tolérances, mais en revanche, si l'employeur se rend compte que ses collaborateurs sont en état d'ébriété et prennent la voiture, là, il engendre sa responsabilité. Alors là, on rebascule sur le télétravail. On va rentrer dans un cas de figure. Essayons de nous mettre un cas concret. On va parler des métaverses. Donc, on crée une forme d'avatar sur ce sujet. La personne a été détectée. Le manager, lors d'une visio, a découvert non seulement que derrière il y avait des bouteilles, mais qu'en plus la personne était sérieusement éméchée pendant une réunion en visio. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? On signale, on signale pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un vrai problème, Arnaud. C'est même la question principale que doit se poser un DRH, parce qu'on est à la frontière de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Le salarié est chez lui, donc quelque part, il fait un peu ce qu'il veut dans sa vie personnelle, mais le salarié chez lui travaille pour son employeur. Et l'employeur étant informé d'une... Alors si c'est une fois, à la limite, peut-être, il y a peut-être des circonstances particulières, mais si on constate une récurrence de la consommation d'alcool, si on constate que cela a un impact sur la qualité du travail, là, effectivement, l'employeur a une responsabilité. Alors, il y a une responsabilité pas immédiate de le convoquer en tête-à-tête en disant que tu as un problème avec l'alcool, ça se fait pas trop. En revanche... Ça se fait pas, ça. C'est délicat d'en parler directement. Parce qu'on est frontière vie privée, vie pro, quoi. Il était chez lui. Il était chez lui. Encore s'il avait été sur le lieu de travail, là, il aurait pu lui dire ça va pas. Et on a même le droit, vous le savez, de faire des éthylotests, etc. Faut savoir quand même que 20% des accidents du travail sont liés à l'alcool, selon les dernières études dont nous disposons. Alors effectivement, il y a une partie qui prend en compte les accidents de trajet, donc conduite en état d'ébriété, mais également sur site, on peut se mettre en danger, on peut mettre en danger les autres. Donc il y a un vrai enjeu quand on est sur site. Quand on est chez soi, la probabilité d'avoir un accident du travail est plus faible. Il n'en demeure pas moins qu'avoir un collaborateur qui a un problème avec l'alcool, ça dénote aussi des problèmes personnels, des problèmes d'efficacité, et donc l'employeur a une responsabilité à cet égard. C'est une addiction, l'alcool. J'avais envie d'y ajouter aussi une forme de toxicomanie, addiction aux opiacés, cannabiques par exemple.
C'est le même processus. Le Code du travail ne distingue pas le type de drogue consommée. Et non, encore une fois, on est chez soi. Alors les comportements dits addictifs, d'après les études qui ont été faites en 2021 sur l'année 2020 de pandémie, a montré une augmentation significative de la consommation de psychotropes. C'est lié, enfin c'est assez basique, on l'a souvent dit sur ce plateau, lié au stress de l'éloignement, à distanciation sociale, au fait d'avoir une surcharge de travail, y compris une surcharge mentale aussi, quand on a les enfants qui courent à côté et qu'on est en télétravail et qu'il faut jongler avec les deux. Donc il y a vraiment il y a eu une nécessité chez les collaborateurs de s'évader un petit peu. Mais Étienne, qu'est-ce que dit le Code du travail lorsque on rentre, j'irais, dans un processus très RH, très administratif? On le signale à la médecine du travail, on lui propose une cure, on lui propose une aide psychologique. Quels sont les outils de l'entreprise lorsqu'on sait qu'un salarié est en perdition? Mais c'est en ça que la problématique est grande chez les DRH, parce que le Code du travail ne prévoit rien. En fait, il dit simplement que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat. C'est un Code du travail des années 45, hein. Mais je veux dire, où l'alcool était très présente sur les lieux de travail. Exactement. Alors, depuis quelque temps, on peut interdire totalement l'alcool sur le travail si on le justifie. Et voilà. Mais quand on est chez soi, encore une fois, c'est une grande difficulté. Donc, que peut faire le DRH confronté à ça, ou que peuvent faire les collègues de travail? Parce qu'il y a aussi ce lien social qui est présent dans l'entreprise. Le premier interlocuteur normal d'un DRH, c'est de sensibiliser, je dirais, la collectivité du travail à ces problèmes d'addiction. C'est-à-dire faire des formations. La grande réunion où tout le monde se sent visé sans l'être. Oui, mais il y a aussi le DUERP, dont on a souvent parlé sur ce plateau aussi, où il faut appréhender tous les risques liés au poste de travail, en ce compris les risques liés au télétravail. Donc cette composante doit être prise en charge. Mais il y a aussi le référent, vous l'avez évoqué il y a un instant, le référent naturel de l'entreprise, qui est le médecin du travail. Normalement. C'est-à-dire que le représentant de l'entreprise va appeler le médecin du travail, qui est lié par le secret professionnel, donc qui ne rendra aucune information à l'employeur, mais qui va solliciter du collaborateur un entretien pour le voir et pour peut-être en parler avec lui. Vous, dans votre histoire d'avocat et dans les relations que vous entretenez avec les entreprises, vous avez eu des cas de figure où l'entreprise, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, zone grise, l'alcool, sujet tabou, on en parle, on n'en parle pas. C'est compliqué d'en parler. Il a divorcé. C'est une réaction épidermique et encore une fois, on est à la frontière de la vie personnelle et de la vie professionnelle. J'ai eu un cas, ce qui m'a donné l'idée de cette chronique, le week-end dernier sur un séminaire d'entreprise au ski. Toute l'équipe est allée à Valmorel et effectivement, un des collaborateurs, tout le monde a constaté qu'il y a eu un changement d'attitude de ce collaborateur et qu'en gros, il était éméché de la deuxième heure d'arrivée sur site jusqu'à la fin. Donc ils m'ont appelé lundi matin en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors là, vous leur répondez quoi? Là, c'est un cas concret. L'avocat dit écoute, pas grand-chose. En fait, concrètement, si vous n'avez pas dit ça quand même. Non, je ne dis pas ça, c'est trouver des solutions concrètes. Mais je dis est-ce que quelqu'un lui en a parlé? Quelqu'un dont il soit proche, un ami, etc., lui en a parlé, lui a posé la question s'il avait des problèmes personnels dans sa vie. Mais c'est souvent lié à ça d'ailleurs. Hein. C'est souvent malheureusement lié à ça. Mais en tant qu'employeur, il y a une responsabilité à cet égard, puisque la personne est en télétravail, donc on la voit quasiment pas. Donc effectivement, solliciter la médecine du travail pour que le médecin du travail le contacte et s'entretienne avec lui. J'ai souvenir que la présidente de la MDRH sur ce plateau nous racontait que dans sa propre entreprise, il s'était retrouvé à aller frapper à la porte d'un collaborateur. Ce n'était pas un cas d'alcoolisme, c'est un collaborateur dépressif de mémoire, et ils étaient allés frapper chez lui. Est-ce que, dans le cas de figure de ce collaborateur, c'est une personne là qui est peut-être aujourd'hui déjà en train de boire, est-ce que l'entreprise n'a pas une forme de responsabilité, non pas juridique, mais morale aussi, oui, c'est ça, c'est exactement ça, d'aller frapper à la porte de cet homme et de dire t'en es où, tu fais quoi, j'ai besoin de te parler? C'est-à-dire parmi les mesures de prévention ou de réaction face à ces comportements, il y a la question du lien social avec l'entreprise. Encore une fois, le collaborateur qui est chez lui, il peut avoir plein de causes à cette addiction ou à ces addictions. Le rôle du DRH, c'est de montrer, et du manager aussi, c'est de garder ce lien, de dire qu'il est là, qu'on peut lui parler, et que c'est pas une fatalité non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que le collaborateur s'ouvrira auprès de son manager de son problème d'addiction qu'il va être viré. Juste avant de nous quitter, c'est un distinguo qui me semble important d'être fait. L'alcool est un breuvage alcoolisé vendu en vente libre dans des commerces. C'est différent du cannabis, qui est une drogue interdite à la consommation et à l'achat. On découvre que ce collaborateur ne buvait pas, mais en fait finalement fumait beaucoup de cannabis. Est-ce qu'on lui envoie la police ?
Non. Non, bien Vous sûr. voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors quand on constate... Autorisé, pas autorisé? Oui, mais de point de vue entreprise, en fait, c'est quel est l'impact sur la C'est relation ça, de travail. c'est ça. Est-ce qu'on constate une dégradation de la qualité de travail, de la concentration, puisqu'on le sait, ça altère quand même les facultés cognitives, etc., etc. Donc ce constat-là doit conduire à une réaction, mais c'est plus en termes de management, encore une fois, qu'en termes de code du travail, et c'est peut-être là que quelque chose pêche. Donc il y a peut-être quand même des choses à revoir. Il y a Oui. quelques trous dans la raquette. Et Certainement. je pense que ça raconte aussi la construction d'un code où les pots du vendredi, voire même du lundi, commençaient souvent très tôt, vers 10h. Merci d'être venu nous rendre visite. Étienne, avocat en droit social, cabinet Berilo. C'est un sujet éminemment important et un sujet moral, qui n'est pas qu'un sujet juridique. On va s'intéresser aux métaverses. Alors je ne sais pas si les métaverses, on les fait boire pendant ces jeux, pendant ces espaces virtuels. En tout cas, on en parle. On en parle de plus en plus de ces métaverses, des NFT, de tout cet univers où on crée son avatar pour produire une vie parallèle. On en parle parce que c'est aussi un élément de débouché économique pour ceux qui fabriquent évidemment tous ces outils informatiques. Puis c'est peut-être aussi, on en parlera, un débouché pour des entreprises de luxe notamment, d'événementiel. On en parle. À quoi sert le métaverse? Est-ce qu'il y a un débouché économique? On en parle juste après la pause. Le cercle RH, notre débat quotidien, et un sujet que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont vous avez entendu parler, les métaverses. De quoi s'agit-il? On va tout vous expliquer. Et on va essayer, nous, évidemment, par rapport à Smart Job, de relier ce sujet virtuel, qui peut même ressembler presque à un jeu vidéo, à l'idée que ce nouvel outil pourrait être utile dans le business, dans le luxe, mais aussi dans l'événementiel, c'est-à-dire inventer, créer son propre personnage, qui dit d'ailleurs beaucoup de nous-mêmes. On s'ennuie tellement ici sur Terre qu'on est obligé de se créer un avatar qui puisse être heureux, joyeux, riche, alors que sur Terre, la vie est si difficile. C'est un peu cela que se racontent, me semble-t-il, les métaverses. On en parle avec Muriel Blaillac. Merci d'être avec nous, vice-présidente de l'événement et présidente de Levée de Rideau. Présidente, ça c'est l'agence. Et l'événement, c'est 85 agences qui se sont structurées au sein de cette structure associative, si j'ai bien compris. Et vous avez, j'imagine, quand vous vous réunissez tous autour de la table, une réflexion collective de vous dire on y va, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler avec vous dans quelques instants. Marie Deliri, merci d'être avec nous, directrice générale associée de Lobster Communication, cabinet de chasse de tête, alors qui fait une proposition aussi autour des vidéos, des messages virtuels, d'une connaissance à 360 de ce candidat. Et vous vous êtes plongé et vous réfléchissez à ces questions des métaverses, c'est-à-dire qu'on ne vient plus en entretien, on envoie son avatar. Quelque part. On n'en est pas loin. Absolument, mais en tout cas, on va chercher les profils qui vont répondre à cette transformation. Bon, il faut quand même être un petit peu connecté au monde moderne pour arriver avec son avatar, parce que certains déjà ont du mal en présentiel physique, alors c'est compliqué pour l'avatar. Et puis Louis Baumler, vous êtes directeur général de Chubb Events, et un peu spécialiste du sujet dans le sens où vous êtes très très engagé sur ce chemin. À vous, je pose la question. À moi, l'homme du XXe siècle, ce journaliste au carnet à spirale avec son crayon, c'est quoi les métaverses? Et j'ai presque envie d'aller un peu plus loin. Ça sert à quoi? Alors, on regarde de près ce sujet-là. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment définir exactement ce que sont que les métaverses. Parce que tout le monde en est au début, en fait. Les métaverses, je les définirais comme une nouvelle forme de réseaux sociaux. C'est un Facebook animé, quoi. C'est une immersion. C'est vraiment une immersion. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est comment on va y accéder? Est-ce que c'est des casques de VR? Est-ce que c'est toujours derrière son smartphone? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent encore, mais en tout cas, c'est une vraie immersion. Soit je mets une espèce de grosse lunette monstrueuse, soit je peux y avoir accès de manière plus fluide avec le smartphone. C'est ça, ou autre chose. Mais aujourd'hui, c'est pas défini. On ne sait pas encore. Vous, pour entrer très concrètement dans le sujet, non seulement beaucoup observent, mais certains sont déjà très acteurs et actifs. Il y a ceux qui fabriquent ces univers virtuels qui sont dans l'esprit des jeux vidéo, pour le dire simplement. Et puis il y a vous qui vous dites, tiens, pour ce client, il a le budget, si on lui faisait une proposition. Est-ce que vous en êtes là? Oui, alors les clients commencent à s'intéresser au sujet.
Tout le monde n'a pas forcément d'action encore sur les métaverses, mais on a aujourd'hui des marques, surtout dans le retail ou dans le luxe, qui sont en train de se positionner là-dessus pour atteindre une plus grosse cible, parce qu'on est quand même dans le virtuel, et pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, quand vous regardez le graphisme d'un jeu vidéo de 2022 vs le graphisme de ce qu'on propose sur le métaverse, ça ressemble plutôt clairement à du Sims. On se dit qu'il y a une grosse marge d'évolution. C'est un peu pourri, quoi, pour le dire simple. Non, mais je veux dire, en termes de graphisme, c'est-à-dire que j'ai des jeux vidéo qui sont des trucs de dingue. On a l'impression que c'est des humains. Là, c'est plus faible, quoi. Le challenge, c'est d'arriver à avoir son avatar dans un graphisme à la hauteur d'un jeu vidéo et que ça ressemble pas, et qui ait aussi les fonctionnalités de ce que le métaverse propose aujourd'hui, mais avec un graphisme. Je vais poser la question à vous trois, puisqu'on a ouvert le sujet. On est à l'orée de quelque chose qui peut aboutir à quelque chose de dingue ou à rien, puisqu'en fait, c'est un peu ça l'enjeu. Y a-t-il un modèle économique? Parce que c'est aussi la question qui est posée. Marie et Muriel, vous, en tant que patronne d'une agence, mais aussi à la tête de cette structure, c'est quoi, vous en êtes où de votre réflexion entre vos collègues? Vous dites, on y va tous, parce qu'il y a un effet collectif aussi, il y a une inertie, ou vous dites, pour l'instant, prudence, ça coûte cher, c'est pas très très sympa en termes de graphisme, nos clients ne le demandent pas. Comment ça se passe? Alors, effectivement, on a une réflexion collective, et puis après, chaque chef d'entreprise de nos agences d'événements ont aussi une appétence par rapport au digital. Il faut revenir aussi pourquoi le métaverse fonctionne aussi bien là. On nous en parle autant, c'est qu'on a été en télétravail, on a énormément utilisé la visio, qui fait que là, au bout d'un moment, de faire ces plateformes digitales, effectivement, ça a bien fonctionné, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus en expérience? Et le métaverse a cet avantage-là d'une expérience différente. Certes, je te rejoins sur le fait sur la qualité, bah ouais. Mais au-delà de ça, il y a aussi autre chose, on va appeler ça du business et du commerce. Pour les marques de luxe, on parlait de Gucci, on parlait de Nike, on a un vrai univers, Vuitton. Ouais. Mais on a aussi du corporate. AXA aujourd'hui acheté un terrain sur Metaverse aussi pour commencer à faire rentrer ses collaborateurs dans ce nouvel univers. Effectivement, est-ce que ce nouvel univers va vraiment perdurer ou pas? En tout cas, faut pas louper, en tout cas, ce début. Après, on verra. Et du coup, nous, les agents, c'est de se dire quelle expérience on va faire vivre, qui n'est donc pas du live, à nos clients. Et du digital à nos clients et à leurs collaborateurs. Donc il y a encore une fois, c'est l'imaginaire, mais il faut que la technique soit aussi au rendez-vous, parce que quand vous appelez le groupe Société Générale, vous avez 120 000 collaborateurs, il faut que l'informatique derrière fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la mémoire, il faut sur vos ordinateurs et ainsi de suite. Donc pour l'instant, le seul débat, il est là. Par contre, sur du retail en tant que tel, pour aller attraper le consommateur final, là, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Puis aussi, il y a cette nouvelle génération qui, elle, à mon avis, parce que, OK, on est... C'est elle qui est visée. Hein, c'est elle qui est visée. Évidemment. C'est elle qui est visée. Et donc, il y a un vrai intérêt pour nous, en tout cas dans l'événementiel, d'y aller. Voilà. De quelle façon? C'est encore compliqué. Voilà. Donc, c'est bien ce que dit Louis, hein, c'est-à-dire qu'on est au début de quelque chose, quoi. Il y a une forme de tâtonnement, d'hésitation, mais vous dites, ça c'est intéressant, c'est comme pour tout process disruptif, ratons pas le virage, quoi. Exactement. Il faut être dessus. Chez vous, dans le recrutement, ça se passe comment? C'est la première impression virtuelle, c'est ça Oui, alors effectivement, avant de parler de notre méthodologie, c'est surtout, je rejoins Muriel, c'est-à-dire qu'il y a un peu de sujets. Je pense qu'avant de parler de métaverse, déjà, je pense que les professionnels de la communication événementielle ne font plus de l'événementiel en tant que tel. Ils événementialisent la communication. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus seulement sur le canal événementiel, on va chercher des canaux de communication différents auxquels on va apporter une réponse qui est adaptée. Et donc, effectivement, le métaverse, mais le digital de façon... C'est une des palettes, quoi. C'est une des palettes. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que toutes les agences ne sont pas amenées à se dire « moi, je vais devenir demain le pont d'or du métaverse », parce que certains en feront peut-être le choix, et grand bien leur face, qui va demander effectivement un certain nombre d'ajustements, d'investissements. Je pense à des plateformes digitales et technologiques qui vont quand même amener à l'intégration quand même de compétences qui sont très différentes. Je veux dire, le métaverse aujourd'hui, c'est ce qu'on partageait avec Louis et Muriel, c'est l'histoire de l'appareil photo. C'est-à-dire que l'appareil photo, il sert que si on en comprend l'utilité, l'objectif. Aujourd'hui, le métaverse... On n'en voit pas l'objectif là pour l'instant. Enfin, vous peut-être un peu plus. En tout cas, pour les fonctions qui sont, pour les environnements qui sont très connectés et très technologiques et qui ont une qualité de prestations qui est relativement haut de gamme, on se dit ça fonctionne, ça crée de l'émotion, ça crée quelque chose. En tout cas, une expérience. Une expérience, absolument. Moi, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Je ne suis absolument pas contre les métaverses, que je ne me fasse pas incendier par lettres, mais je n'en vois pas l'aboutissement économique. En revanche, avoir l'expérience de me dire j'ai un personnage
personnage qui déambule et je peux en faire ce que C'est je une veux. innovation. Je veux dire, on prend l'événement et on le fait émerger en intégrant de nouvelles Juste d'un compétences. mot, votre expérience virtuelle, est-ce que vous intégrez le métaverse? Pour le dire simplement, ceux qui nous regardent, les DRH, et pas que les DRH d'ailleurs, est-ce qu'un jour on aura des fiches de poste où à la fin on mettra métaverse, avatar virtuel autorisé, c'est-à-dire au lieu de m'envoyer ma bobine, j'envoie mon avatar? Je suis pas certaine Ouais, de cela. Je suis pas certaine de cela, mais encore une fois, il faut rester très prudent. Notre monde évolue. Les protagonistes et talents qui arrivent sur le marché sont en train de drastiquement modifier notre écosystème dans l'environnement des RH et du recrutement. Donc, il faut rester très ouvert sur la question. Néanmoins, je garde une conviction, c'est que nos sociétés sont composées de femmes et d'hommes qui apportent une valeur ajoutée et des talents. Il y a un moment donné, c'est chouette de se cacher derrière un avatar, mais je veux dire, on contribue parce qu'on a une valeur intrinsèque à cette boîte-là, pas seulement parce que c'est du digital. Création d'emplois pour ceux qui fabriquent, c'est-à-dire ceux qui vont fabriquer. Vous me disiez qu'on était un peu faible et qu'il fallait upgrader un peu tout ça. Et puis j'ai vu, peut-être qu'allez-vous le confirmer, mais qu'il y avait des architectes, par exemple, qui allaient être très, très sollicités, puisque AXA achète un terrain. Les architectes se disent, moi je suis architecte, je vais peut-être me mettre aussi sur le terrain d'AXA en virtuel, et puis je vais leur construire des super beaux trucs pour que les avatars bidules et X et Y se baladent. Enfin, c'est un peu extravagant tout ça quand même. En fait, vous disiez tout à l'heure que vous ne voyez pas vraiment l'intérêt du métaverse aujourd'hui. Exactement. Mais je demande qu'à être convaincu, je veux dire. Oui, non, mais justement, donc on va en parler. Les marques, elles ont plusieurs objectifs. Quand on arrive en tant qu'agence événementielle, on n'est plus juste là pour faire de l'événement parce qu'on a envie de faire plaisir à nos employés. Il faut qu'on arrive avec un vrai problème. J'en parlais encore avec un patron d'une agence avant-hier. Il disait, si un client vient nous voir et nous dit, je veux faire un événement, on lui dit, attention, vous allez vous faire engueuler par vos actionnaires, par vos salariés, parce qu'il faut un but. Pourquoi? On va résoudre un problème. Donc le métaverse, ça va répondre à une de ces questions-là. On ne va pas mettre du métaverse dans tous les événements, ça n'a aucun intérêt. En revanche, à quoi ça peut servir très concrètement? Je vais vous le dire. Si vous avez des marques de retail, par exemple, qui vont vendre des fringues ou qui vont vendre ou de la haute joaillerie ou du luxe, vous allez pouvoir atteindre des milliers de personnes en vendant de façon virtuelle la nouvelle collection de X marques sans les citer et recevoir le vrai objet, par exemple, chez vous quelques jours plus tard. Ça, c'est une possibilité. Ça vous évite d'avoir le lancement d'une boutique éphémère où vous allez arriver avec 50 invités. Encore une fois, je ne veux pas faire le jeune gars du 21e siècle, parce qu'on est déjà projeté dans le 22e siècle. Là. Mais je vais sur Internet, je regarde la fringue qui me plaît, je la vois en 3D et puis je l'achète. Oui, mais vous n'avez pas l'expérience, mais vous n'avez pas l'expérience exclusive. Vous n'avez pas, par exemple, l'invitation en précommande. Vous n'avez pas tout le monde. Ce qui crée un espace premium, en fait. Oui, tout le monde créatif autour. Vous allez acheter cette bague, mais c'est pour répondre à l'histoire que la marque va vous vendre. Si c'est juste, je vais sur le site et j'achète la bague. Je suis d'accord, c'est le storytelling, voilà, c'est le marketing. La crise Covid a été un accélérateur absolument extraordinaire des expériences événementielles. Et finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que ce qui aurait dû se passer dans quelques années, mais qui finalement a été accéléré. condensé. Absolument. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était possible de faire en virtuel, que c'était possible de générer des émotions. Ça, oui. Et qu'aujourd'hui, encore une fois... Bon, on franchit un cran avec le métavers. C'est pas la personne qui parle en visio à un franchit un cran, mais ça a au moins le mérite de générer le débat. Et en tout cas, quand ça génère le débat, de bousculer les codes et de bousculer nos habitudes qui vont nous amener à réfléchir. Je m'adresse aux citoyennes, en tout cas à ces femmes engagées dans une entreprise, indépendamment de vos business. Vous y croyez, vous, ou pas, au métaverse? Je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour se prononcer de manière abrupte. Et je ne suis pas sûre que nos sociétés soient capables de se dire on passe du jour au lendemain à quelque chose de totalement virtuel. Je ne crois pas à ça. En revanche, ce que je crois, c'est qu'on a une nouvelle génération de consommateurs qui arrivent et qui vont avoir besoin d'avoir des expériences qui sont ultra sur mesure, ultra premium. On a été dans quelque chose d'extrêmement massif dans les années 2000. Je pense qu'on revient sur quelque chose de très personnel, de très expérientiel. Donc c'est un débouché, en fait, qui ouvre une nouvelle voie, pour notamment le retail, puisqu'on évoquait les marques de luxe. Le retail, c'est vrai pour le corporate. Voilà. C'est vrai Et le corporate. Mais c'est vrai aussi pour le corporate. Je pense que, en fait, il ne faut pas oublier aussi la nouvelle génération. C'est que cette nouvelle génération a une appétence de communication qui est complètement différente de la nôtre. Absolument. Et ils savent tout de suite, on parlait, c'est en fait, comme le disait Louis, c'est un client quand il vient vous voir, c'est quel événement. Il y a une utilité à chaque événement, il y a un canal de communication pour chaque événement. Ça veut dire que quand vous êtes quel sur la sens, nouvelle quel but génération, mais c'est quel sens, quel but? La nouvelle génération, elle sait très bien, on en parlait, à un moment donné, faire du présentiel, faire du TikTok,
et ensuite aller sur du métaverse. Et c'est cet énorme avantage. Et moi, je crois au métaverse pour la partie retail et même corporate. Pourquoi ? Parce que les marques vont pouvoir communiquer de façon différente. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans la promesse et la vraie, je pense, RSE. C'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui... À ce point-là ? Oui, parce qu'une marque aujourd'hui, il y a beaucoup d'optimisme et de RSE dans le métaverse, si vous regardez. C'est qu'aujourd'hui, quand une marque y va pouvoir donner de vraies valeurs auxquelles, au final, les clients vont peut-être plus croire étonnamment que quand ils sont sur leurs propres réseaux sociaux. Et pourtant, il y a des actes de preuve sur un LinkedIn, sur un Insta. Alors que sur le métaverse, oui, le monde est plus joli. Est-ce qu'on se dit que c'est vrai Je commençais dur en introduction, mais c'est un peu ça. Quand on nous dit le monde est pourri sur Terre, allez donc dans le métaverse. Non, mais en tout cas, c'est des choses qu'on ne peut peut-être pas dire dans la réalité. C'est un autre terrain d'expression. On peut dire sur le métaverse. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis aussi, aujourd'hui, vous avez des influenceurs sur Metaverse. Vous avez des petits avatars, que ce soit de Jennifer Aniston, que ce soit de Serena Williams, qui ont un nombre de followers derrière, où elles disent des choses en tant qu'avatar qu'elle ne pourrait pas dire. Juste, je peux les voir où, moi ? Je peux la voir où, Serena Williams, que j'aime beaucoup ? Eh ben, vous pouvez... je fais comment ? Directement, vous regardez, en fait, vous prenez avatar Serena Williams et vous la suivez, vous rentrez dans son... Et donc, je vais avoir un accès qui va me permettre de rentrer dans son univers sur mon téléphone. Ouais. Dans un des univers qui a tiré son épingle du jeu. Voilà. Il n'y a pas un univers. Non, il y en a plusieurs. Non, Alors, il y en a plusieurs. C'est alors, le c'est un souci. challenge. C'est un Louis, challenge, expliquez-nous, parce qu'il y a de la technologie qui est de plus ou moins bonne qualité, mais il y a plusieurs acteurs, là on vient vraiment aux acteurs à la source, et qui se battent en fait, pour savoir qui sera leader. C'est un peu le débat des cassettes avec Sony à une époque, parce qu'ils se battaient sur les technologies, c'est un peu la même chose. Alors, merci pour la question. Le gros challenge aujourd'hui du métaverse, c'est que ce soit un monde virtuel, global, sur lequel les marques vont se retrouver, et puis les gens comme vous et moi, pour vraiment du récréatif. Personne ne laissera, je pense, et je parle je parle des gouvernements, je parle de tout ça, personne ne laissera une entité prendre le monopole sur les métaverses. C'est le danger. Donc non, justement, si je peux me permettre, c'est au contraire, c'est le challenge en tout cas, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de créer des ponts entre tous ces univers de métaverse, celui de Facebook, celui de Nike, celui de le Decentraland, le Mana, etc. Le Decentraland qui est important, le premier ou un dealer en tout cas. Il faut que moi, si jamais au lieu d'aller sur Facebook le dimanche, je vais 1 heure dans le métaverse, il faut que je puisse passer de l'un à l'autre sans avoir des complications techniques ou sans me dire que je vais trouver quelque chose là. Mais Louis, excusez-moi, quand le dimanche après-midi, vous avez une petite pause, que vous êtes posé, vous ne pensez plus à l'événementiel, qu'est-ce que vous y faites dans l'espace métaverse ? Vous allez voir qui ? On papote ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, vous allez faire concrètement là. Concrètement, vous allez faire tout ce que vous faites sur un Instagram ou sur un Facebook, sauf que vous allez le faire en vous baladant et puis en allant à des différents spots. C'est beaucoup plus géographique, si vous voulez. C'est beaucoup plus. C'est 3D quoi. Voilà, c'est du 3D. Et vous allez pouvoir aussi aller trouver n'importe quel sujet qui va vous intéresser. Là, vous avez des interactions avec vos amis, vous allez pouvoir faire peut-être de l'achat en ligne, etc. Sur le métaverse, vous allez pouvoir vous retrouver dans une salle et puis discuter avec des gens que vous connaissez pas sur un sujet donné, par exemple. Donc ça chatte en fait, voilà. C'est ça. Oui, ça chatte, ça parle aussi. On va aussi avoir des technologies qui permettent, à partir du moment où vous vous rapprochez d'un autre avatar, d'activer les micros, par exemple. Il y a plusieurs solutions. Aujourd'hui, on n'a pas la bonne. C'est ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Et ça vous plaît, vous ? Je ne vais pas demander. Moi, je trouve ça super intéressant parce que je suis persuadé que le métaverse ne va pas être notre nouvelle vie. On n'est pas dans Inception. Exactement, superbe film. Voilà, magnifique film, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que c'est le nouveau réseau social et vous y passerez autant de temps, je pense, que vous en passiez sur Instagram. Et je crois que nos nouvelles générations, d'ailleurs, qui arrivent, sont parfaitement conscients de cela. C'est-à-dire que ça fonctionne. Vous en êtes sûr ? Mais je pense, avec tous les psychologues qui vous disent 7 heures, 8 heures de temps d'écran pour des gamins qui arrivent plus à... On en parlait avec Muriel tout à l'heure qui disait, pardon, je te paraphrase, mais sa phrase était très juste. Moi, mes enfants passent autant de temps sur Facebook qu'après, ils vont prendre leur skateboard pour aller jouer dans la vraie vie. D'accord. Et je crois que c'est ça, cette réalité. C'est-à-dire qu'ils sont capables de trouver un équilibre, mais surtout, ils sont capables d'imaginer un monde qui est effectivement séquencé différemment, dans lequel ils vont ouvrir des portes, peut-être que nous aurions ouvert différemment, peut-être plus difficilement, en allant à des salons, en allant faire le tour du monde, en étant peut-être avec un impact carbone un petit peu plus important. Et aujourd'hui, ils vont réussir virtuellement à avoir des opportunités et des rencontres qui vont même, d'ailleurs, on se le disait tout à l'heure, ça a un intérêt aussi parce que ça a une accélération business et un business model qui fonctionne. Et aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est imaginer un champ des possibles. C'est un outil business aussi, en disant je suis dans le métaverse, il y a une petite touch, quoi. On se dit, ah ouais, il est moderne, il est dans le métaverse. Non, mais c'est pas que ça, je pense. Vous avez vu, je suis dur avec le métaverse. C'est évidemment un outil business, mais pour revenir
revenir, parce que de revenir sur l'événementiel, se dire que moi, j'ai mon avatar et je peux aller à un défilé Chanel. Voilà, c'est-à-dire que ça, on ne peut pas le faire. Il y en a que 35 qui ont le droit d'aller à un défilé Chanel. Muriel, Même titre d'aller sur un concert. Je ne veux pas vous embêter, mais Louis démarrait l'émission en disant tout ça c'est sympathique, on est à l'orée de quelque chose, mais enfin il faut que la qualité s'améliore. Si je vais à un défilé Chanel avec un pixel gros comme un jeu Atari, si vous voulez, globalement, je vois pas grand-chose. Aujourd'hui, non, vous êtes d'accord? Mais Atari était moderne en son temps. Ouais, mais finalement, c'est un point de démarrage. Enfin, pour un défilé Chanel, j'ai plutôt envie de voir une jolie robe avec la texture, les tissus, et là, je ne vois pas. C'est pour ça qu'on mélange plusieurs technologies. Quand vous arrivez avec votre avatar dans le défilé Chanel, vous arrivez dans une belle pièce, bien architecturée, etc. Une fois que le défilé va commencer, vous allez activer en fait le live. Et là, vous allez retrouver sur le vrai. Mais quelque chose. C'est ça qui est intelligent. Et puis, au-delà d'un défilé Chanel, vous avez un concert. Après, vous pouvez aller télécharger la musique que vous allez payer, parce qu'évidemment, les artistes, voilà, le but c'est qu'ils soient payés. Enfin, il y a plein de choses et c'est pas pour autant que derrière vous n'allez pas vous dire, bah tiens, je vais aller me promener pour aller voir en boutique et ainsi de suite. Au-delà de Chanel, tout le monde ne va pas aller chez Chanel. Oui, c'est un exemple. Ça peut être le défilé Saint-Laurent, ça fonctionne très bien aussi. Célio. Voilà, mais ils le font d'ailleurs. H&M le fait déjà. H&M le fait. Hein. Ouais, H&M le fait. Mais juste, excusez-moi, en termes de marché, on est à l'orée. Vous en êtes où quand vous avez des clients qui vous disent, moi, je suis à fond métavers, j'ai un public qui correspond, ma clientèle c'est celle-là. Comment vous faites votre business là? Comment vous calculez? Vous allez voir les boîtes leaders en France, tu me fais un métavers, ça coûte combien? C'est quoi les enjeux pour une entreprise? Parce que ça a un coût quand même. Hein. C'est un coût. Alors, nous, par exemple, de notre côté, on a déjà une plateforme digitale. Et en fait, c'est la direction artistique derrière qu'il faut rajouter et l'évolution de la 3D qui doit fonctionner en permanence. Donc, c'est un coût pour le client. Alors, généralement, ceux qui se mettent et qui nous demandent des métaverses, on leur dit, au-delà d'un certain niveau, si vous ne mettez pas cet argent-là, ça ne sert à rien. Parce qu'effectivement, là, ça sera vraiment pas bon. D'être un peu Atari, effectivement. Encore une fois, on le voit bien, ils nous ont tous demandé ça en 2021. Pour quelles raisons aussi? Ils vous l'ont demandé. Oui, nous, on a eu énormément de demandes sur du métaverse. Alors, c'est dû un peu faux métaverse, mais ça ressemble en tout cas, c'est de créer un univers. Ouais, ça donne l'expérience. L'expérience métaverse. Voilà. Mais parce qu'en fait, c'est pour aller plus loin qu'un Teams. Quand vous voulez réunir 5000 personnes, au bout d'un moment, vous l'avez fait une fois, 2 fois, 3 fois. Même si, encore une fois, j'insiste sur le fait de rajouter toujours du contenu, de la dynamisation, comme sur un plateau TV qu'on est en train de vivre là, pour que les gens ne s'ennuient pas. Le métaverse peut apporter des choses. Mais attention que ce ne soit pas gimmick. Il faut expliquer aussi à nos clients que pour se dire j'ai fait du métaverse, c'est qu'on a mis un niveau où vous avez un niveau d'interaction. Donc ça demande un investissement client qui est assez lourd pour que vous puissiez répondre à la demande. Et en termes de talent, c'est-à-dire que ça implique... il faut que derrière que vous ayez les équipes. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, le premier sujet aujourd'hui, c'est qu'on a dans les agences événementielles un espèce de conflit, je ne sais pas si on l'appelle générationnel ou circonstanciel, le stylo, qui est lié au chef de projet tel qu'il exprimait son métier hier, avec des nouvelles générations de talents qui vont arriver et qui vont... Qui bousculent tout, quoi. Mais bien sûr, et qui vont tout bousculer. Donc maintenant, est-ce que on est chef de projet en intégrant ces nouvelles compétences ou pas? Ou on reste vieille école. Et ce que disait à très juste titre Muriel, et je raccroche complètement avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est super d'avoir des canaux de communication très diversifiés, mais ça dépend ce qu'on y raconte dans ces canaux. Et à un moment donné, il faut amener du contenu, il faut amener de la qualité, il faut amener... Et c'est là où l'exigence est aussi intéressante. On est à la limite. Louis, qu'est-ce que vos clients vous disent? Et si j'ai bien compris, vous portez quand même un discours autour du métaverse. Est-ce que vous êtes aussi en force de proposition comme entreprise en disant à vos clients, bon, il y a la palette classique de l'événementiel, je peux vous le faire en virtuel, en présentiel, je peux tout mélanger, je peux vous faire tomber un hippopotame en parachute, mais je peux aussi vous proposer du métaverse. Ça ouvre des nouvelles possibilités. Hier, on ne pouvait pas le faire. Hier, on avait un choix entre événementiel physique ou faire globalement un Teams amélioré avec un joli plateau télé. Voilà. Aujourd'hui, je grossis. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire du métaverse, on va dire privé, ce dont tu parlais. Dit corporate, quoi. C'est ça, exactement. corporate. Et dans ce cas-là, c'est vraiment les 2000 personnes qu'on va enregistrer, qui vont venir et qui auront effectivement leur avatar, etc. Donc vous créez l'espace pour eux. Créer l'espace, la plateforme, et on peut tout faire. Et ça, globalement, tout le monde peut le faire. Et on a besoin de bons développeurs, de bons 3D, et ça se fait bien. Et les métiers existent déjà. Et ensuite, l'entreprise, on a cité AXA par exemple, qui a acheté un terrain, elle l'achète pour faire se déplacer ses avatars AXA pour qu'il y ait un meeting, pour qu'il y ait quoi, une rencontre, une rencontre entre des business units, par exemple. Oui, mais ça, c'est autre chose, parce que ça, vous allez vraiment avoir besoin littéralement d'un architecte
virtuel, ouais. un vrai architecte. On y arrive. Et là, vous allez devoir arriver sur des solutions, des profils qui sont spécialisés métaverse, mais métaverse, je veux dire, établis, pas les métaverses que nous on crée. Juste un mot avant de nous quitter, parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie. On a évoqué le retail, le corporate, tout ce qu'on évoque avec les améliorations et le coût pour une entreprise quand elle investit dans cet événement. Il y a un débat éthique, parce que j'ai lu quand même qu'il ne fallait pas que les métaverses soient l'espèce de miroir déformé de nos stress, de nos angoisses, de nos fantasmes et de nos folies. Et qu'il fallait qu'il y ait aussi un code de la route du métaverse et qu'on n'y retrouve pas toutes les folies du monde amplifiées. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Il n'existe pas ce code de la route métaverse, quoi. C'est régulé. Aujourd'hui, vous pouvez difficilement arriver sur le métaverse et être inconnu. En revanche, vous allez avoir les mêmes restrictions que ce que vous avez, d'identité que vous avez quand vous allez vous inscrire sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais vous n'allez pas être lâché dans la nature et pouvoir faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Vous êtes tracé. Vous avez tout à fait la possibilité de vous faire identifier. Donc non, moi il n'y aura pas plus de dérives qu'on a déjà sur aujourd'hui. Je le dis sans humour, est-ce qu'il y aura du harcèlement moral dans le métaverse sur Avatar? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'on reproduira des déviances ou est-ce que ça sera uniquement du récréatif, du ludique et quelque chose d'un peu original, quoi? Ça peut arriver quelle que soit la plateforme. Je veux dire, c'est des sujets qui arrivent à l'école, c'est des sujets qui arrivent. Enfin, je veux dire, et pour autant, on a un maître d'école, on a un directeur d'établissement, et pour autant, c'est des dérives qui pourront enfin, je veux dire, à partir du moment où on a un terrain d'expression, chacun est malheureusement contraint de cela. Il faut réguler quand même. Il y en aura des qui mieux que des professionnels de l'événementiel, qui mieux que de vrais pros et de vrais talents pour contribuer aussi à réguler tout cela et apporter la valeur parce que je l'entends sur le business, sur la marque, je l'entends sur le recrutement. Après, il peut y avoir les dérives politiques, de mouvements autoritaires qui tout d'un coup se saisissent de l'avatar et prennent une forme de pouvoir virtuel. Enfin, il y a toutes ces questions qui sont posées derrière. Oui, mais c'est vrai, comme le disaient Louis et Marie, il y a des régulateurs. Aujourd'hui, il y a aussi le principe de la RGPD qui est plutôt le vrai souci qu'on pourrait avoir sur du métaverse. Loi européenne. Voilà, mais j'accepte ou pas. Voilà, du coup, on a cet avantage-là d'avoir cette régulation. Encore une fois, comme le disait Marie, ça peut évidemment arriver, mais non. Et puis, de toute façon, quand on prenait l'exemple d'AXA, il y a le DIRCOM derrière qui donne son image et que, quoi qu'il en soit, chaque création d'un avatar qui sera un collaborateur de chez AXA, il n'y aura pas de souci. Avant de nous quitter, à chacun à votre tour, vous avez déjà créé des événements métaverses ou vous êtes à l'orée de quelque chose? Louis, commençons par vous. Alors oui, on a déjà créé des événements métaverses dans un cadre privé d'entreprise. Où vraiment pour un client, pour plusieurs clients, où on crée le monde, et ce qui permet vraiment d'abolir les frontières. On a pu rassembler des milliers de personnes d'un même groupe, par exemple, alors qu'ils sont dans le monde entier. Donc c'est super intéressant. Ça, c'est l'intérêt. Et si je peux me permettre la dernière phrase en ce qui me concerne, on a parlé de RSE tout à l'heure, je pense qu'on peut vraiment le surligner. On a évité à 2000 personnes de prendre l'avion, de se retrouver à Dubaï. Écologie. Voilà, de se retrouver à Dubaï. Ça, vous l'évoquiez, Marie. Hein. Et si, enfin, on n'en a pas assez parlé, mais je pense que l'intérêt numéro 1, c'est celui-là. On réduit les écarts et on évite le kérosène dans l'air. Moi, j'ai des talents qui viennent en entretien et qui me demandent le bilan carbone des entreprises. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'au même titre que le salaire, l'intérêt du poste. Et le bilan carbone. Absolument. Le bilan carbone, ou en tout cas, quel est l'impact écologique que la société va Donc ce sont des profils qui, eux, seraient tournés vers le métaverse au nom de l'argument écologique. Pourquoi pas Ou en tout cas, si c'est des événements physiques, ce qui va continuer de se faire, c'est aussi de maîtriser son impact. C'est pas neutre. Hein. Je termine juste par ça. Le métaverse, c'est pas neutre. On va pas commencer à dire que c'est zéro carbone. Absolument pas. Non, parce qu'il y a des sites. Il y a du data center. Bien sûr. Mais je pense que si on fait un bilan entre 2000 personnes qui font un aller-retour Paris-Dubaï et 2000 personnes pendant 2 heures sur le métaverse, c'est incomparable. Voilà. Muriel, pour terminer, concrètement concrètement, pour terminer, je pense que l'événement. Vous en avez fait? Oui, moi j'en ai fait. Et on a fait aussi avec de l'exposition. Donc quand on a plus de 150 exposants et 10 000 personnes, on voit que ça fonctionne bien. Alors encore une fois, c'est une métaverse interne, mais ça permet de donner une image aussi de la marque différente. Encore une fois, très tournée RSE. Moi, j'insiste sur ce côté-là, que ce soit métaverse ou de l'événementiel, qui se doit d'être de plus en plus RSE. Le métaverse en est une réponse. Attention, data center, ça coûte quand même beaucoup en termes de coûts. Bien sûr, ça pompe de l'énergie. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est intéressant pour les collaborateurs, pour les marques, de voir un peu aussi leur marque d'une façon différente. En tout cas, c'est un élément très intéressant, l'élément RSE environnemental, c'est-à-dire lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'on ne bouge plus et qu'on peut quand même malgré tout continuer à communiquer. Merci, c'est un vrai plaisir. J'ai appris plein de choses. Vous m'avez presque convaincu. Je vais peut-être aller jeter un œil ce week-end quand je serai au calme. Merci Muriel Blaillac, vice-présidente de l'événement
l'événement. 85 agences dans cette structure. Et puis présidente de Lever de Rideau, qui est votre agence. Louis Baumlard, merci d'être venu, directeur général de Chab Events. Vous avez fait, vous aussi, un événement et des événements métaverses. Et puis je remercie Marie Deliri, directrice générale associée de Lobster Communication, avec chasse de tête à 360. Et vous travaillez déjà beaucoup sur le visuel et la vidéo. Absolument. On termine notre émission. Ça va vous intéresser, chasseuse de tête, avec Fenêtre sur l'emploi. C'est des questions un peu incroyables, décalées parfois, qu'on vous pose lors de recrutement. Et on en parle avec Marie Hombrook. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, et j'en perds ma voix. Question piège insolite en entretien d'embauche. Alors ça nous est tous arrivé évidemment d'avoir un recruteur qui vous pose des questions totalement décalées, et on en parle avec Marie Hombrook, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutif. Vous avez sorti ce livre, et si vous trouviez enfin, entre parenthèses, le job idéal aux éditions Vibert. Vous étiez venu nous en parler il y a quelques temps. Pourquoi? D'abord, est-ce qu'il y a un sens à poser des questions insolites, voire même pièges? Ça a du sens, ou c'est parce que le recruteur ne sait pas ce qu'il dit? Mais le recruteur, quand il vous pose une question qui est insolite, il n'est pas complètement tombé sur la tête, on n'est pas devenu fou, hein, bien au contraire. L'objectif, quand on vous pose une question insolite, c'est que quand on est dans le cadre d'un recrutement, dans le cadre d'un entretien d'embauche, c'est assez rythmé, c'est assez normé, et puis il y a un moment, on a envie de sortir du cadre, et on va essayer de vous faire sortir de votre zone de confort, et on va essayer de vous déstabiliser un petit peu pour voir comment vous allez réagir. Mais alors, attendez, là vous parlez à dessein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un peu comme un intervieweur, là je pourrais vous poser une question qui vous fait sortir du cadre, sortir de ses éléments et de ses habitudes pour voir comment on réagit, comment on est dans la spontanéité, comment on est en vrai en fait. Ben, déjà, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est des candidats authentiques. On vous recrute pour qui vous êtes, vous, réellement. Et ce qu'on ne veut absolument pas, c'est des candidats qui vont nous réciter leur parcours et qui vont manquer un peu d'authenticité. Ça, c'est le premier point. Et ça, vous le voyez assez vite, dans le regard, dans la façon dont on s'exprime, dans l'espèce de mots plaqués auxquels le candidat ne croit pas, parce qu'en fait, il répète sa leçon au départ. Ouais, après, il y a des gens qui savent très bien nous passer entre les mailles là-dessus, mais aussi, donc oui, il y en a qui sont très forts parce qu'ils sont bien entraînés. Après, il y a aussi un point, c'est quand vous êtes sur des postes de direction, vous pouvez arriver dans des situations où vous allez être complètement perturbé, vous êtes dans une négociation, ça va pas se passer comme prévu. Et moi, mes clients, ce qu'ils me demandent de vérifier parfois, c'est de m'assurer que la personne va pouvoir faire face à une crise, va pouvoir faire face à une situation attendue, et surtout voir comment il va réagir. Qu'est-ce que vous testez, Marie, comme compétence? Alors, il y a les questions, alors, je ne les ai pas citées, mais vous êtes plutôt berger allemand ou husky. Qu'est-ce qu'il en sort parfois de ça, d'ailleurs, de ce genre de questions? Que la personne, elle répond, moi je suis plutôt husky, je suis plutôt berger allemand, et vous tirez une ficelle en faisant ça? Ouais, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Non, ça situe la personne. Exactement. Et c'est surtout, c'est que ça va nous permettre, et comme vous l'avez indiqué, c'est comme un petit fil qui va nous permettre ensuite d'avoir une conversation et ensuite, encore une fois, de le déplacer de sa zone de confort et l'emmener sur des questions où on va pouvoir peut-être creuser d'autres éléments, parce qu'on va parler des soft skills. C'est ça. C'est tout ce qui est hors diplôme. Une fois que vous avez le diplôme, vous allez essayer de savoir qui c'est. Exactement. Et là, on fait comment là pour essayer de... Vous avez une grille, j'imagine. Il y a quand même il y a des éléments de caractère. C'est comment on définit ces soft skills? Alors, il n'y a pas vraiment de grille. Si on prend une définition, soft skills, tout ce qui n'est pas hard skills. Donc bon, ça, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On va plutôt aller tester la manière dont la personne va communiquer, la manière dont la personne va réagir assez spontanément. Et généralement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la manière de communiquer, il y a la communication verbale et la communication non verbale qui représente 80% de la manière dont on communique. Et c'est là où on va aller voir comment la personne va réagir. Et là, vous qui êtes au cœur des recrutements, on voit que les soft skills prennent énormément de place chez vos clients qui vous disent, les diplômes, ils ont tous les mêmes, mais moi, je veux ça quand même. Il y a un peu de ça dans la demande, dans la liste de courses. Oui, dans la liste de courses, dans la liste au Père Noël, à un moment, quand vous avez des candidats à un certain niveau d'expérience, la partie technique, elle est validée. Donc, ce qui va faire la différence quand on a deux candidats en face de nous, ça va être pas la partie technique, mais la partie comportementale. Vous me disiez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, ce qui vous permet ensuite de savoir, d'orienter, parce que c'est un peu comme un échange que l'on a en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une trame, et puis chacun s'adapte et navigue. L'objectif, c'est d'aller où? C'est à quel moment vous dites,
Bon, on est allé au bout de l'histoire. J'ai fait l'entretien que je voulais faire. Alors, il y a des candidats qui vont avoir des réponses par l'humour. Il y a des candidats qui vont bien réussir à faire ça. Après, il y en a qui n'ont pas du tout, ils vont complètement se planter dans cet exercice. Nous, en tous les cas, on n'est pas là pour faire du mal au candidat. Hein. C'est pas notre objectif. Donc, si je vois que le candidat est très mal à l'aise, hop, je change de sujet rapidement. Il y a de la psychologie. Il faut que vous vous adaptiez aussi à la personne. Oui, parce que si la personne n'est pas complètement, n'est pas prêt ou ça le met dans un endroit de malaise, vous dites ok, on passe à autre chose, quoi. Mais Marie, c'est une question que j'avais envie de poser à un recruteur, une recruteuse depuis longtemps. Est-ce que c'est pas au bout de 30 secondes vous savez que c'est le bon? Est-ce que vous avez besoin de rester un quart d'heure avec lui pour... Est-ce que la première réponse, la manière dont on aborde le sujet, est-ce que vous dites il est très bon? Par ailleurs, vous me dites que certains passent à travers les mailles parce qu'ils se sont préparés. Mais quand même, on le sent, ça. Alors, pour être très transparente, quand on faisait encore des entretiens en physique, moi, j'avais pour habitude de dire que les moments les plus importants, c'était la poignée de main. Au moment où on serre la main d'un candidat... Incroyable. Oui, parce qu'on sait si il va être directif ou pas. Et on sait pas besoin de mots, là, il n'y a pas de mots. Non, parce qu'en fait, la manière dont il va arriver, est-ce qu'il va arriver à l'heure, est-ce qu'il va en retard, il est en retard, il s'excuse pas. Déjà, ça me donne plein d'indications sur la personne qu'on a en face de nous. Donc oui, ça nous donne une idée. Après, c'est aussi à nous de ne pas rester bloqués sur des idées reçues et de creuser un peu plus les candidats. Donc on pourrait avoir naturellement, on pourrait dire, ah oui, ça va parfaitement le faire chez ce client, mais aussi c'est à nous de garder un petit peu d'objectivité, de bien écouter la personne, tant sur la partie technique, autre, pour bien se dire est-ce que c'est vraiment cette personne ou pas. Vous avez un candidat qui parle trop, et vous en avez un autre qui met des silences. Lequel se positionne mieux? Parce que la personne va vous parler, et vous, je pense que vous le vivez très régulièrement, il vous inonde de paroles. C'est-à-dire qu'il vous parle tellement qu'à la fin, vous n'avez plus rien retenu, ce qui arrive fréquemment. Ouais. Et à contrario, vous avez un candidat plus calme, plus posé, qui vous écoute. Comment ça se situe, ça, dans le regard d'un recruteur chasseur de tête? En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais candidat, parce qu'en fait, ça va être quel est le candidat qui va être adapté à mon client. J'ai des clients qui vont me demander quelqu'un de très discret, très dans la confidentialité, qui va être par exemple par rapport à un poste. Si on cherche quelqu'un qui va être plutôt sur des postes où on a besoin de confidentialité, comme sur les fonctions juristes, on va plutôt chercher quelqu'un qui ne va pas trop parler. À l'inverse... C'est ça. C'est en fonction du poste, évidemment, que vous allez adapter. Dans le retail ou dans le commerce, il vaut mieux que quelqu'un soit dynamique, en voix, et vous dites là, il colle. Par contre, quelqu'un qui doit quand même parfois être en réunion, écouter sur des dossiers, c'est très important, l'environnement. J'ai noté dans les questions, je ne sais pas si vous les posez vraiment, mais si vous étiez un personnage Disney, lequel seriez-vous? Je vous la pose à vous. Si vous étiez un personnage Disney, vous serez lequel? Vous qui passez votre temps à la poser, la question. Moi, je serais Marie. C'est un petit chaton des Aristochats. Oui, je vois. Et en fait, il y a une chanson que j'adore dans les Aristochats qui dit « Tout le monde voulait être un cat, parce que quand on est un cat, on retombe sur ses pattes. » Et pourquoi je... Ça, vous l'avez préparé ou pas? Ah oui, d'accord, parce que c'est très fort. Non, mais je l'ai préparé parce que du coup, une fois qu'on dit ça, après, je peux rapidement rebondir en disant « Tu retombes sur tes pattes ». Bah oui, ça veut dire que quand je suis dans une situation compliquée, je peux retomber sur... voilà, c'est plus ça. Parce que quand je donne cet exemple, c'est plus un exemple de sortir de cette situation, de cette question où vous ne savez pas trop quoi répondre, en fait. Mais est-ce que je les pose vraiment? Ça va vraiment dépendre du besoin du client. Celle de Disney, non, parce que maintenant, c'est bon, tout le monde la connaît. Mais je peux poser des questions un peu similaires. Il y en a une que je pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre CV que je devrais savoir de vous? Ou alors... c'est ouvrir la boîte à secrets, là, parce que parfois les gens doivent se coucher, doivent raconter des choses très intimes, non? Où ils se protègent. Il y a de tout. Ouais, c'est très gênant. Enfin, il y a de tout. Il y en a qui peuvent vous répondre complètement à côté. Moi, j'aime le tiramisu, d'autres des sujets. Oui, ce qui est un gros secret quand même. Ouais, bien sûr. Ça, c'est... D'accord. J'ai déjà eu un candidat qui s'est fait recruter parce qu'il était passionné d'éclairs au chocolat et de tout ce qui était pâtisserie. Et qui crée un lien avec l'autre, parce qu'il y a aussi ces liens qui peuvent... Je suis passionné d'un sport ou d'une activité et ça tombe bien, celui en face le pratique, par exemple. Exactement. Moi, je suis passionnée d'équitation. C'est vrai que ça crée tout de suite un lien quand on parle de poney. Ah oui, c'est une porte d'entrée, les sports, les activités autres qui créent en fait la porte d'entrée pour
pour poser le masque en fait. C'est ça. Alors après, il faut faire attention quand vous préparez un entretien, de ne pas être trop creusé non plus sur les personnes. Et de se perdre. Exactement. Restez authentique. On vous recrute pour qui vous êtes. Merci Marie Hombrook. Voilà, vous ne répondrez pas le tiramisu quand on vous demandera ce que vous n'avez pas dit dans le CV. Fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation. Merci à notre ami Maxime pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci de votre fidélité et à très très vite. Bye bye.